communication de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission Géopolitique, votre émission en tout cas panafricaine, émission à laquelle nous traitons l'actualité sur le continent africain. Nous traitons justement tous les sujets qui concernent la diaspora africaine à travers le monde, mais également les sujets qui touchent le sens du fonctionnement des institutions républicaines en Afrique. L'Afrique est un géant au centre du monde. L'Afrique, c'est ce continent qui suscite beaucoup d'attention de la part de plusieurs pays occidentaux. Comme vous le savez, le continent africain, c'est un continent qui non seulement attire les attentions, mais également est voué à la convoitise de beaucoup de puissances extérieures. À chaque fois qu'un problème se pose en Afrique, dans tel ou tel pays, les pays occidentaux, justement, braquent les caméras pour en parler, soit pour influencer ou pour détruire. L'Afrique a connu depuis un certain moment, maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une cour pénale internationale qui s'est installée à La Haye pour juger à la base tous les criminels à travers le monde, criminels économiques et politiques, socio-économiques et financiers. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement de cette cour pénale internationale, seuls sont ceux qui sont interpellés et condamnés sont des Africains, les dirigeants africains. Mais la question que nous allons nous poser ce soir avec les invités qui sont avec nous, c'est de savoir si cette Cour pénale internationale est une institution crédible pour le continent africain. Ou faudra-t-il que l'Afrique s'invente une Cour pénale à l'africaine qui pourrait juger? Ou chaque pays respectif devrait inventer sa propre Cour pénale internationale pour pouvoir juger les dirigeants ou les criminels de tel ou tel pays. C'est cela le sens de l'émission de ce soir. L'Afrique et la Cour pénale internationale. Pour répondre ainsi à cette émission, à cette thématique du soir, nous avons le docteur Alongo. Il est juriste, il est en Belgique. Nous avons également M. Makaila Gebla, il est journaliste, analyste politique, il est à Paris. Avec ces deux invités ce soir, nous allons décortiquer ce sujet en 1 heure de temps. Nous pensons que les téléspectateurs auront à apprendre beaucoup de choses à travers leurs commentaires, analyses et réflexions surtout. Merci encore une fois pour vous qui nous regardez. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions comme vous l'avez l'habitude de le faire à travers notre lien de connexion de discussion et nous pourrons transmettre vos questions
à nos invités ici présents. Et donc, nous sommes en duplex avec ces deux invités que nous allons commencer à introduire un par un. Je commence par le docteur Alongo. Bonsoir, docteur Alongo. Bonsoir, mon frère, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Merci beaucoup. Suivi donc de M. Makaila Gebla. Voilà. Bonsoir, M. Makaila. Bonsoir René, bonsoir Alongo. Merci de m'avoir invité à ces panels très importants. Voilà. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé tout à l'heure pour vous introduire. Nous allons parler effectivement de cette question relative à la Cour pénale internationale, parce que déjà nous avons constaté beaucoup de couacs autour de cette Cour pénale internationale. Seuls, en tout cas, les dirigeants africains sont interpellés, certains condamnés et d'autres acquittés. Et la question majeure de ce soir, c'est de savoir si cette Cour pénale internationale est utile pour les Africains. Et d'abord, pour commencer, il faudrait que nous puissions faire comprendre à nos téléspectateurs les raisons fondamentales de cette Cour pénale internationale, de la création de cette Cour pénale internationale. Et pour mieux élucider cette question, je souhaiterais en tout cas que le docteur Alongo, vous qui êtes juriste, commenciez à nous introduire la notion, l'importance, le rôle et la raison fondamentale de la création de cette Cour pénale internationale, et nous finirons enfin de savoir si cette Cour pénale internationale serait utile pour les Africains. Docteur Alongo, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais dire ceci. L'idée de la création d'une Cour pénale internationale permanente remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. C'était en 1919 qu'est née cette idée de créer une Cour pénale internationale. C'est par le traité de Versailles qu'on a eu cette idée, mais malheureusement, elle n'a pas fait du chemin parce que il y avait un manque de cohésion entre les États. Les États ne se mettaient pas tous d'accord parce qu'il y avait des États qui avaient accueilli certains criminels qui s'étaient réfugiés chez eux. Alors, cette juridiction n'avait jamais vu le jour. Mais en 1998, à Rome, en Italie, il y a eu la mise sur pied de cette Cour pénale internationale qui fut créée le 17 juillet 1998 et que, au cours de cette conférence qui avait réuni les États, qui deviendront plus tard États parties, c'est-à-dire que les États qui avaient participé à cette rencontre internationale, en Italie, à Rome, le 17 juillet 1998, ça c'est la date où on a signé, n'est-ce pas, le traité de Rome, le traité qui crée la Cour pénale internationale, qu'on appelle aussi le statut de Rome, du 17 juillet 1998. C'est ce jour-là que l'on avait adopté ce traité-là, le traité qui instaurait la Cour pénale internationale, qui va, bien entendu, entrer en vigueur le 1er juillet 2002. Vous comprendrez que les États qui étaient partis tous, enfin, ceux qui avaient signé n'avaient pas tous ratifié. Évidemment, il faut préciser que la signature d'un traité se passe comment? C'est-à-dire qu'on envoie le représentant de l'État à Rome, en Italie, et ce représentant de l'État signe. Il amène maintenant le document au niveau du Parlement et ce document doit être approuvé, ce traité, la copie doit être approuvée. Et quand elle est approuvée, on appelle ça la ratification. Donc, il y a des États qui ont signé, les représentants des États ont signé, mais qui n'ont jamais été, le traité n'a jamais été ratifié. Mais quand on signe et on ratifie, en ce moment-là, on devient État partie. Donc, c'est comme ça un peu que se présente la Cour pénale internationale, qui a plus de 120 États en ce moment précis.
Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Et le siège de la Cour pénale internationale se trouve être à La Haye. On appelle en néerlandais Den Haag. C'est là que se trouve la Cour pénale internationale, à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice, qui, elle, s'occupe de la responsabilité des États. Mais la Cour pénale internationale a été créée, n'est-ce pas, pour combattre les crimes les plus graves qui touchent la conscience, qui touchent à la conscience de l'humanité. Donc, ces crimes graves furent ou sont, n'est-ce pas, ou sont, nous avons le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression. Et quand vous voyez l'article 5 du statut de Rome, il énumère tous ces crimes-là. Donc, le crime de génocide, c'est l'article 6 du statut de Rome du 17 juillet 1998. L'article 7 indique le crime contre l'humanité. L'article 8, le crime de guerre. Et l'article 8 bis, ça, on avait ajouté après, c'est le crime d'agression. On appelle le crime d'agression aussi comme, on appelle ça aussi crime de paix. En droit international, on appelle ça aussi crime de paix. Voilà un peu les crimes qui ont, les crimes pour lesquels la Cour pénale a été créée. Voilà, je ne sais pas si j'ai essayé d'esquisser un peu les grandes lignes de la question, mais jusque-là, je m'arrête là. Merci. Ok, alors nous allons passer le relais à Makaila Gebla. Votre mot d'introduction à cette question sur les raisons fondamentales de la création de la Cour pénale internationale, si ça répond en tout cas à la nécessité pour le continent africain d'en avoir cette Cour. Merci, merci René, merci également au docteur Alongo qui a fait un rappel historique assez important de la création de la Cour pénale internationale et en expliquant avec un argumentaire juridique soutenu qui atteste notamment la volonté de la communauté internationale de mettre en place cette juridiction visant, comme il a souligné, visant et ciblant plusieurs actes commis par des régimes autoritaires à l'encontre des populations civiles dans nos pays, et notamment les pays d'Afrique centrale et puis d'autres pays d'Asie et même les pays arabes. Donc cela note notamment la volonté unanime de la communauté internationale d'éradiquer la culture de l'impunité qui gangrène certains régimes assez totalitaires et autoritaires dans la plupart, un peu partout dans le monde. Je pense que la Cour pénale internationale, effectivement, pour nous, devrait quand même susciter un grand espoir pour le peuple opprimé d'Afrique, parce que c'est là où les conflits sont nés et c'est là où les répressions sont massives et généralisées. Et il était intéressant que l'Afrique, ou bien la plupart des pays africains qui ont signé et ratifié en fait le traité de Rome ou le statut de Rome, comme on l'appelle autrement, devrait quand même être à la hauteur de leurs engagements internationaux. Sauf que il y a beaucoup de polémiques après l'interpellation de Laurent Gbagbo, ou bien la mise dans les colmataires de la Cour pénale internationale de Omar Hassan el-Béchir et d'autres dirigeants africains. Ça a un peu frustré le continent africain. Et pour nous qui sommes observateurs pointus des crises africaines, observateurs aussi des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, nous pensons qu'il y a des Afriques qui s'étaient, en ce qui concerne le continent africain, il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a les mouvements des droits de l'hommiste qui réclament plus de justice, etc. Il y a également les tenants du pouvoir dont les régimes qui sont fédérés autour de l'Union africaine, qui s'opposaient effectivement à la Cour pénale internationale et qui ont développé à un certain moment donné des axes effectivement de défense très très forts qui ont amené une partie de la communauté internationale à réfléchir sur la Cour pénale internationale est-elle pas sélective? Et c'est ça aussi le débat. Donc moi, je pense qu'une juridiction en elle-même n'est pas mauvaise, sauf que si les pratiques qui se déroulent à son sein posent problème,
à un certain nombre de personnes, il faut absolument réviser cela. Néanmoins, au regard de ce qui est en train de se passer ces 10 dernières années, avec l'affaire Laurent Gbagbo, l'affaire Omar Béchir, l'affaire Jean-Pierre Bemba, et puis l'affaire des auteurs des crimes au Darfour, nous sommes dans une situation où la Cour pénale internationale, quand même, a soutenu un débat très houleux dans les continents africains. Alors, au regard de tous ces cas, par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba que vous venez d'évoquer, et Laurent Gbagbo très récemment, est-ce que pouvons-nous considérer que la Cour pénale internationale serait utile pour l'Afrique? Est-ce que les Africains devraient toujours continuer à considérer cette Cour pénale internationale comme étant une juridiction crédible? Alors, René, effectivement, nous avons misé sur la Cour africaine des droits de l'homme, les juridictions sous-régionales et continentales, notamment la Cour africaine qui est basée à Banjul, et puis les juridictions qui sont basées effectivement en Namibie, qui devraient quand même logiquement répondre effectivement aux attentes des militants des droits de l'homme et bien des populations africaines qui sont réprimées et qui sont souvent victimes des atrocités commises par des régimes autoritaires, etc. Sauf que quand la défaillance de ces juridictions sous-régionales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, qui n'a pas pu quand même ni résoudre certains problèmes et qui s'est bornée à résoudre des problèmes de violation des droits de l'homme au lieu de traquer fondamentalement les questions de crimes de masse, des crimes contre l'humanité, etc. Cela a été une échappatoire effectivement pour certains dirigeants africains à ne pas être inquiétés par la juridiction africaine. Ce qui a amené certains observateurs, certains défenseurs des droits de l'homme à se tourner vers la Cour pénale internationale qui, pour eux, devrait être le dernier recours sur lequel on peut espérer peut-être poursuivre des auteurs des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, etc., etc. Maintenant, c'est que la polémique reste d'actualité parce qu'on a vu que Laurent Gbagbo a été acquitté, on a vu également que Charles Blé Boudet est acquitté, on a vu également que Omar Béchir n'a pas été inquiété jusqu'à ce qu'il quitte son pouvoir au Soudan, et qu'il y a une tendance arabe et arabo-africaine qui s'est développée hostile à la Cour pénale internationale. Ça nous amène quand même à nous réfléchir que les peuples ne sont plus protégés par les juridictions locales, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme. Maintenant, la Cour pénale internationale aussi a été affaiblie par les positions très tranchées de certains dirigeants africains. Donc ça nous amène, nous autres, qui sommes plutôt défenseurs des droits de l'homme, analystes politiques, journalistes, etc., et des activistes qui réclament plus de justice dans nos pays, plus nous nous opposons contre les pratiques d'impunité dans nos pays. Donc finalement, on se demande où doivent aller se plaindre les victimes des atrocités dans nos pays, dans les pays africains. C'est ça la problématique. Là, on ne peut pas s'opposer ni à la Cour pénale internationale, mais les juridictions africaines n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations. C'est ça, René, la problématique à laquelle nous butons depuis un certain temps. Et ça nous amène, nous autres qui sommes là, observateurs, et nous qui sommes là vraiment en train de vouloir faire à ce que la culture de l'impunité soit éradiquée totalement sur le continent africain. Alors, docteur Alongo, vous avez suivi l'intervention de Makaïla tout à l'heure, hein, lorsqu'il évoque par exemple le cas de Charles Blé Boudet acquitté, Laurent Gbagbo acquitté, Jean-Pierre Bemba, quelques années en arrière, qui était également acquitté, mais que d'autre part, il y a des condamnés quand même. Vous qui êtes originaire, vous êtes docteur en droit, spécialiste dans les conflits armés, il a été repéré en République démocratique du Congo, le cas par exemple de Bosco Tanganda, qui a été quand même condamné pour les faits qui lui ont été reprochés. Est-ce que ceux qui sont acquittés, au regard de ceux qui sont condamnés, est-ce que vous pensez qu'il y a une disproportion ou qui pourrait peut-être donner confiance à cette CPI? Pour résumer, est-ce que la CPI serait une juridiction compétente pour juger les criminels africains ou utile pour les Africains? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire référence à quelque chose qui a été évoqué en son temps quand nous fûmes encore étudiants à l'université. Nous étions en première année de la faculté de droit et nous avions assisté, n'est-ce pas, à une conférence donnée par l'ancien secrétaire général de l'OUA,
En ce moment-là, je pense que c'était c'était un Congolais, monsieur Gérard Kamanda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en principe? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Après toute une série de démonstrations, beaucoup de gens dans la salle avaient dit que non, ben, le droit international, ça n'avait pas de sens, c'était imparfait, ainsi de suite. Beaucoup de critiques ont fusé de toutes parts pour dire, écoutez, l'ONU, ben, qu'est-ce que ça fait? Tout ça a été bien dit. Mais la réponse de M. Gérard Kamanda était la suivante. Et cette réponse m'est restée gravée à l'esprit jusqu'aujourd'hui. Et j'ai observé ça avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit ceci. C'est vrai que l'ONU ou le droit international est imparfait. C'est vrai que l'ONU ne fait pas bien son travail, c'est vrai. Mais au moins, ce que nous devons savoir, c'est que l'existence de l'ONU, même dans sa forme, dans sa forme imparfaite, est quand même une certaine garantie de notre existence, surtout notre existence à nous, pays africains. Pourquoi? Parce que si l'ONU n'existait pas, n'oublions pas que dans la Charte des Nations Unies, il y a le principe qu'on appelle le principe de l'égalité souveraine des États. Selon la Charte des Nations Unies, il n'y a pas de grands États comme de petits États. Même si dans la pratique, on constate qu'il y a aussi un déséquilibre, parce qu'il y a les membres du Conseil de sécurité et il y a d'autres pays qui ne peuvent, il y a des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, la France. Donc, vous voyez, donc, il y a des grands États, même si ce principe-là existe, l'égalité souveraine des États. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Mais seulement, M. Gérard Kamanda avait fait savoir que l'existence même de l'ONU, même si cela était, cette existence était imparfaite, elle nous permet au moins d'exister. Parce que si l'ONU n'existait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Les États-Unis allaient venir un jour au Congo, écoutez, vous êtes très riches, allez, ils viennent avec les chars, avec tout ce qu'ils ont comme armada, et ils envahissent le Congo, ils mettent un président américain, et puis ils commencent à diriger. Nous n'avons aucune puissance pour pouvoir résister face à l'armada américaine. Et puis nous pouvons un jour, une grande puissance comme ça peut aller envahir un autre petit État, c'est comme ça. Mais au moins cet équilibre s'obtient par l'existence de l'ONU. L'existence même de l'ONU nous permet d'exister. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que nous devons abolir l'ONU parce qu'il y a beaucoup d'injustices, parce qu'il y a un déséquilibre? Je pense que ma réponse est non. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? Lutter pour que l'on puisse parfaire cette œuvre humaine qu'on appelle l'ONU. Parce qu'aucune œuvre humaine est parfaite. Mais c'est à nous. Vous savez, pour obtenir les droits des femmes aujourd'hui, mais c'est le fruit d'une longue lutte des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont quand même un droit à la parole. Elles ont droit de citer. Mais avant, les femmes ne pouvaient même pas voter. Tout ça a été obtenu à l'issue d'une longue lutte. Nous aussi, ce que nous devons faire, c'est quoi? De lutter pour que l'on puisse parfaire l'ONU. Et la même réponse, je la colle à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle arrête des Congolais, elle arrête des Africains, elle arrête des pays, des États africains. On remarque que, par exemple, l'ONU, la Cour pénale internationale, sachez que les États-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la Cour pénale, le statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Partant, les États-Unis ne sont pas, l'État américain n'est pas État parti. Donc, pour que l'on puisse, en principe, tel que les choses se présentent aujourd'hui, pour qu'on puisse appliquer le statut de Rome contre un pays et contre ses ressortissants, il faut que
le pays puisse avoir accepté ça, puisse avoir ratifié ça. Il faut que le pays soit un État parti. Mais si un État comme les États-Unis n'est pas parti, n'est pas un État parti, on a du mal, n'est-ce pas, à arrêter les Américains. Parce que c'est l'une des conditions. Il faut accepter la compétence de la Cour pénale internationale avant qu'elle puisse agir. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je dis? Nous devons comprendre que oui, c'est vrai, la CPI est imparfaite, mais c'est une lutte de longue haleine. Nous devons continuer à lutter pour que les choses changent. Mais nous ne devons pas nous dire que bon, nous allons sortir et aller. Mais la présence de ces États puissants aussi, certains États puissants, par exemple, comme la France, nous permet à certains... Sinon, ça va... Et n'oublions pas que la Cour pénale internationale a été créée pour lutter contre l'impunité. Et que si aujourd'hui, ces États-là ne se sentent pas menacés, mais où ces criminels ne se sentent pas menacés par une certaine cour pénale, eh bien, ces criminels vont faire ce qu'ils veulent. Oui, mais ces criminels vont faire ce qu'ils veulent, docteur Alongo, mais on constate que finalement, ces criminels ne sont pas tout à fait inquiétés avec cette cour pénale internationale. On ne sait même pas, on ne sait pas repérer les vrais criminels. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Que je sais très bien que les agissements de la CPI ne sont pas bons. C'est vrai, il y a un certain déséquilibre. Mais nous devons continuer à donner la pression sur la Cour pénale internationale. Nous devons continuer à lutter, à utiliser les mêmes instruments qui se trouvent dans les statuts de Rome du 17 juillet 1998 pour obtenir justice. Mais si nous ne le faisons pas, par exemple, après avoir maintenu quelqu'un pendant 10 ans, voilà. Jean-Pierre Bemba est acquitté. Voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Laurent Gbagbo en ont été victimes. Oui, justement. Mais ces gens-là qui ont été acquittés après avoir été détenus pendant 10 ans doivent réclamer des dommages et intérêts. Par exemple, ça, c'est quand même un élément. Dédommager ces gens. C'est vrai. Et puis aussi, nous devons continuer, comme on dit en anglais, we have to use our brain pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour bloquer la Cour pénale internationale. Mais en sortant de la Cour pénale internationale, ben nous laissons cette machine en train d'agir comme elle veut. Mais si nous sommes dedans, nous pouvons orienter les choses à notre guise et selon... Qu'est-ce que vous voulez dire par si nous sommes dedans? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout en étant toujours membre de la Cour pénale internationale, nous pouvons faire bouger les lignes. Mais pourtant, les Africains qui sont dedans ne bougent pas les lignes. Il faut qu'ils veulent le leur. Les Africains. Les Africains, les pays membres, les pays africains membres de la CPI ne font que... Prenons les cas d'espèce. Hein. La RDC avait livré Jean-Pierre Bemba son temps. Il a fait 10 ans. Après, il est sorti acquitté. Récemment, Laurent Gbagbo, inquiété de la même manière 10 ans, et puis acquitté. Là, monsieur a passé 10 ans inutile en prison, et vous dites en même temps, il faut y être dedans pour bouger les lignes. Pensez-vous qu'il y a un pays africain capable de bouger les lignes au sein de cette institution? Mais ce que je sais que bon, moi, je suis en train de me dire une chose. Est-ce que si nous-mêmes, parce que nos États africains sont truffés de dictateurs qui sont à la tête, et ces dictateurs-là sont souvent à la base des crimes qui se commettent, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Et la CPI est là comme... c'est la CPI qui doit les récupérer, ces dictateurs. Mais justement, c'est voilà pourquoi nous devons continuer à être dans la CPI pour pouvoir l'orienter vers la bonne direction. Mais si nous sortons, nous allons en Afrique créer notre propre cour qui va juger des Africains, mais ces présidents africains qui sont dictateurs, qui sont même auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes d'agression, eh bien, en ce moment-là, vous pensez vraiment que cela va fonctionner? Je suis très dubitatif et je pense que cette cour ne pourra pas effectivement ou correctement fonctionner. C'est vrai, la Cour pénale internationale a des imperfections, mais si nous mettons sur pied des cours, ou bien nous voulons vraiment fonctionner dans nos cours africaines,
je pense que l'efficacité ne sera pas de mise parce que ces mêmes dictateurs vont bloquer la machine et parfois vont refuser à ce que la Cour africaine soit effective, puisse agir effectivement comme ce fut le cas. N'oubliez pas que le traité de Versailles avait déjà l'idée d'une cour, avait déjà conçu l'idée d'une cour pénale, d'une cour internationale permanente. Mais elle n'a jamais vu le jour à cause des élans égoïstiques des uns et des autres États. Ça risque d'être le même, on risque de vivre la même situation pour la Cour pénale africaine, effectivement, ou entièrement africaine, un continent, excusez-moi, je suis africain, truffé de dictateurs et surtout auteur ou co-auteur ou auteur intellectuel de ces crimes qui se commettent en Afrique. D'accord. Docteur Lango, vous avez vraiment beaucoup expliqué certaines choses. J'aimerais quand même passer la parole à M. Makaïla Gebla. Je comprends bien, nous comprenons déjà, même avec tous ceux qui nous suivent à ce moment, que vous êtes pour le maintien de la Cour pénale internationale, vous êtes pour le maintien des Africains, enfin le maintien de notre membership dans cette Cour pénale internationale pour les raisons que vous venez d'évoquer. Docteur Alongo, nous passons la parole à M. Makaïla. Makaïla, vous, quand vous regardez la Cour pénale internationale, vous regardez des cas que nous venons d'évoquer tout à l'heure qui sont acquittés, Jean-Pierre Bemba, vous l'avez souligné, Laurent Gbagbo, vous avez cité également Charles Blé Goudé et tant d'autres qui ont été acquittés, mais d'autres ont été quand même condamnés. Êtes-vous dans cette logique du maintien des Africains dans cette Cour pénale internationale? Monsieur Makaïla. Monsieur Makaïla. Merci. Alors, votre question a tout son sens. Nous pensons que moi, je suis pour le maintien des pays africains au sein de la Cour pénale internationale. Étant donné que nous comprenons les limites des juridictions régionales, sous-régionales et africaines qui ne sont pas prêtes à traquer les dictatures ou bien les dictateurs qui essaiment le continent africain. Et donc, la juridiction pénale internationale est la seule juridiction compétente, même si à titre dissuasif pourrait peut-être inquiéter les dirigeants les plus véreux, les plus répressifs, et qui pensent qu'ils pourront peut-être échapper à leur poursuite une fois qu'ils quittent le pouvoir. Donc, c'est pourquoi nous devrons plutôt, malgré les limites de la Cour pénale internationale, nous devrons plutôt œuvrer en faveur du maintien des pays africains au sein de cette juridiction internationale et faire en sorte que les dictateurs africains ou bien d'autres dictateurs dans le monde arabe et en Asie puissent quand même être poursuivis par cette juridiction internationale qu'est la Cour pénale internationale. Seulement, le problème qui s'est passé en ce qui concerne l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé ainsi que de Jean-Pierre Bemba a jeté effectivement un véritable doute sur la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait effectivement des voix qui sont levées sur le continent africain, des manifestations qui ont eu lieu jusqu'à La Haye, dénonçant effectivement le maintien de Laurent Gbagbo. Donc, ces dirigeants avaient eu des soutiens conséquents de leur population qui sont opposés à la juridiction internationale. Maintenant, sans cette Cour pénale internationale, on espère peut-être avec les anciens procureurs et la dernière procureur Fatou Bensouda qui est allée, il y a eu des problèmes. Maintenant, il faut espérer peut-être avec le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, il faut espérer peut-être à ce que la Cour pénale internationale utilise plus la fermeté et de moyens nécessaires pour quand même traquer les dictateurs les plus sanglants, sévères et qui ont quand même pu régner sur le peuple avec des répressions la plus violentes. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on maintienne notre position au sein de la Cour pénale internationale, malgré l'acquittement de certains dirigeants qui ont marqué l'histoire assez sanglante de leur population et de leur pays. Donc, vous êtes pour le maintien de la Cour pénale internationale pour juger les dictateurs africains, oui. Mais nous avons, l'Afrique a plus de dictateurs que ceux qui ont été jusque-là interpellés par la Cour pénale internationale. Les dictateurs, vous pouvez en savoir un peu plus là-dessus, nous en énumérer ceux que vous pensez être encore dictateurs sur le continent africain, mais qui peuvent être justement des bons candidats pour la Cour pénale internationale.
Vous en avez quelques noms comme ça, ou des pays Mais bien où sûr. qui regorgent encore des dictateurs? Mais je pense à Denis Sassou Nguesso au Congo, je pense à Paul Biya, je pense au fils Ali Bongo, je pense également à l'autre, au président équato-guinéen, équato-guinéen, je pense également à Faure Gnassingbé Yadema, qui a remplacé son père. Je pense également au fils d'Idriss Déby qui a remplacé son père et qui a continué à réprimer la population tchadienne ces derniers temps. Donc, je pense qu'il y a plusieurs candidats sur le continent, notamment en Afrique. Excusez-moi, le chef d'État que vous venez de citer, tous ces noms que vous venez de citer, est-ce que vous leur reprochez par rapport à la longévité au pouvoir, ou c'est parce qu'ils commettent des actes de dictature? Les deux, on leur reproche la longévité du pouvoir parce qu'ils n'ont jamais organisé des élections libres et transparentes. Et s'ils organisent des élections contestées, ils répriment la population, des opposants ont disparu, les manifestations sont systématiquement interdites, sinon réprimées. Et donc, ces dirigeants africains sont aussi à l'origine de tout le verrou. Totalement, ils ont réussi à verrouiller totalement les possibilités démocratiques à leur population, à leur opposition respective, à la société civile et refuser effectivement l'alternance démocratique à leurs concitoyens. Donc, je pense qu'il faut absolument que ces dirigeants soient inquiétés par la justice internationale une fois qu'ils quittent le pouvoir. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils se maintiennent au pouvoir mordicus pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Mais est-ce que pensez-vous, M. Makaïla, pensez-vous que ces chefs d'État africains auxquels vous faites allusion, moi j'ai parlé de longévité au pouvoir, est-ce qu'ils n'ont pas pris ce temps-là au pouvoir parce que le peuple en avait encore besoin? Parce que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, mais nous considérons en même temps que quand vous citez ces noms, par exemple, le président Sassou, le président guinéen et les autres, mais ce sont des chefs d'État qui sont élus démocratiquement dans les pays respectifs. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Mais moi, à ma connaissance, Sassou Nguesso n'a jamais organisé une élection libre et transparente. Il a modifié la constitution. Il s'est maintenu contre la volonté de son peuple, au même titre que le président équato-guinéen, qui a aussi, depuis 40 ans, qui est à la tête du pays et qui n'a jamais accepté à ce que l'opposition compétisse de manière claire et nette. Ali Bongo a remplacé Omar Bongo à la tête du pays. En 2016, il a été réélu avec un score fleuve, alors que l'opposition gabonaise a été neutralisée. Il y a des mains au Togo règne en potentat, un peu partout sur le continent africain, ces dictateurs règnent parce qu'ils ne sont pas prêts à partir, parce qu'en partant, ils craignent d'être poursuivis. Donc, je pense qu'il faut absolument que pour éviter à ce qu'il échappe à la Coupe internationale, il faut absolument qu'il fasse des actes quand même cohérents, un mandat, deux mandats, et qu'ils partent. Et ils ne font pas ça. Ils sont là depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 60 ans. Et même s'ils partent, ils restent le pouvoir à leurs enfants. Donc nous sommes dans une posture extrêmement délicate de maintien au pouvoir par des moyens antidémocratiques, militaires, au détriment des populations africaines. Donc je pense que ce n'est pas seulement l'élection qui est un indicateur majeur, mais c'est aussi effectivement la mauvaise volonté de pouvoir rester au pouvoir contre la volonté de son peuple nous inquiète. C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument intégrer aux questions des élections libres et transparentes, des questions de la bonne gouvernance, etc. Il faut intégrer également les questions des libertés, des violations des droits de l'homme qui sont systématiquement empêchées aux populations locales de pouvoir manifester leur volonté de changer et de choisir un homme qui puisse quand même répondre à leurs aspirations réelles. En tout cas, moi, je pense à ce qui concerne l'Afrique centrale, à ce qui concerne un certain nombre d'Afrique de l'Ouest, pays d'Afrique de l'Ouest et surtout des pays de colonies françaises, il y a vraiment une inquiétude réelle des volontés du peuple à un changement qui bute effectivement à la résistance, sinon au caractère réfractaire des dirigeants les plus corrompus et les plus répressifs. Ah, donc, pour cette question de la CPI, en tout cas en Afrique, vous êtes tous, vous partagez le même avis du maintien de l'Afrique au sein de cette institution de la CPI, parce que vous considérez que la CPI va résoudre la question de la dictature en Afrique ou la question liée au détournement de biens de l'État, de chaque État, par les dirigeants africains. C'est ça. Nous ne pouvons qu'être unanimes, René, parce que nous venons, par exemple, le docteur Alongo, il est juriste, moi je suis journaliste, défenseur des droits de l'homme. Nous pensons que
à défaut d'avoir des juridictions propres à nous, parce qu'en fait, c'est l'absence de juridictions nationales capables ou bien régionales capables de traquer les dictateurs ou bien de traquer les auteurs des crimes les plus inamours et les plus inadmissibles qui sont commis sur le continent. Et à défaut, effectivement, d'avoir des juridictions locales capables effectivement, de traîner ou bien devant la barre ces auteurs-là qui nous sont tournés vers la Cour pénale internationale. Je pense que la Cour pénale internationale pour le peuple opprimé est le dernier rempart, le salut et le dernier recours pour ces populations-là. Malgré ses limites, hein, nous ne sommes pas là pour être des gens pro-occidentaux, non, pas du tout, mais parce que nous avons constaté que sur le continent africain, il est impossible d'organiser des élections, d'organiser des procès équitables et justes et même transparents, parce que le juridiction l'appareil judiciaire est souvent inféodé à l'exécutif africain, ce qui pose problème effectivement aux démocrates qui veulent vraiment traquer les dictateurs ou bien les auteurs des crimes et les violations des droits de l'homme les plus élémentaires. Alors, à vous deux, je vais poser quand même la question de savoir, que vous nous disiez, hein, y compris tous ceux qui nous suivent pour le moment, parce que, bon, on constate que vous avez une convergence, en tout cas, sur cette question-là. En quoi la CPI vous aura satisfait jusque-là, d'après vous? Quels sont les points auxquels vous pensez que tel ou tel point, la CPI a toujours été correcte et la CPI a satisfait vos attentes? Voilà, je vais essayer rapidement de répondre à cette question. Oui. Il y a ceci. En droit, nous avons ce qu'on appelle la fonction intimidatrice de la sanction. Vous savez, quand il y a une sanction qui pèse sur un acte répréhensible, un acte comminé comme étant un acte, comme une infraction, la personne qui veut commettre cet acte-là, sans qu'il y ait l'épée de Damoclès au-dessus, qui se présente sous forme de sanction, et cette personne aura peur de commettre cette infraction. Mais en ce qui concerne maintenant la Cour pénale internationale, nous ne disons pas, et je le dis, que la Cour pénale internationale n'est pas parfaite. Certes, elle est imparfaite, mais à l'état actuel des choses, devons-nous vraiment sortir de la Cour pénale internationale pour aller en Afrique, monter une juridiction ou bien fonctionner avec nos juridictions pénales africaines, et alors que le continent africain regorge pas mal de dictateurs, des gens qui vont mettre les bâtons dans le roue dans le système judiciaire de cette cour pénale internationale, interétatique africaine. Donc, à mon sens et à mon humble avis, ce n'est pas que la Cour pénale internationale a réussi à 100%, mais seulement, eh bien, comme on dit en anglais, onus rests on us to act and to make, things moving forwards. C'est-à-dire que nous devons nous employer à ce que les choses aillent de l'avant. Dans la Cour pénale internationale, nous vivons ici en Europe. Vous savez, les États occidentaux qui nous ont colonisés ont commis beaucoup de torts, beaucoup de forfaits, de crimes chez nous en Afrique, surtout pendant la colonisation. Mais l'existence de certaines conventions de droits de l'homme, ainsi de suite, fait aujourd'hui l'existence, fait aujourd'hui que ces États-là reculent un tout petit peu. Ils se font prendre dans leur propre piège et ils ne peuvent plus, ces États-là, se comporter comme ils veulent. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous devons nous battre. La vie, c'est un combat. Et c'est un combat de longue haleine. Certes, il y a imperfection, mais nous devons continuer à nous battre. C'est ça. Et vous pensez que la configuration du droit actuellement, est-ce qu'elle était la même à l'époque coloniale? Non, les choses ont beaucoup évolué. J'ai donné l'exemple des femmes qui n'avaient pas droit au vote. Elles étaient exclues du vote. Mais après s'être battues, aujourd'hui,
on constate qu'il y a des femmes qui peuvent élire. Mais c'est quelque chose qui a été obtenu à l'issue d'une lutte. Et nous aussi, Africains, nous devons continuer à nous battre parce qu'on dit que la vie, c'est un combat. Il faut que nous continuions à nous battre pour faire changer effectivement les choses au sein de la Cour pénale internationale. Nous avons des instruments, nous avons des textes. Nous allons dire, écoutez, par exemple, quand je vois ici, il y a par exemple l'article C, 13, C ou 15, qui est de la Cour du statut de Rome de la CPI, de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, qui dit que le procureur de la Cour pénale internationale, si il constate qu'il y a une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes sont commis, donc il doit mettre en branle l'action publique. Mais si nous devons rappeler au procureur, mais procureur, voilà ces actes, ces crimes qui viennent d'être commis, mais vous n'avez rien fait. Nous donnons une pression. S'il a fait ça une fois, deux fois, la troisième fois, peut-être il va changer. Et je suis convaincu qu'en donnant une pression, s'il ne le fait pas, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, la cinquième fois, il va bouger. C'est comme ça que nous pouvons faire avancer les choses, puisque nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et à nous battre. Surtout nous qui avons conquis une partie de nos droits. Mais nous devons nous battre pour obtenir les autres droits que nous n'avons pas encore obtenus. D'accord. Il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, nous étions colonisés. On n'avait pas les mêmes droits qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est décolonisés, on est indépendants. On peut se battre pour obtenir d'autres droits. Il faut que ça se fasse de manière graduelle. Mais nous ne disons pas que la Cour pénale internationale est une bonne chose. Mais pour moi, c'est un combat de longue haleine et nous devons continuer à maintenir la pression. C'est ça. Donc, continuer à maintenir la pression en restant au sein de cette CPI qui n'est pas une bonne chose d'une part, mais une bonne chose d'autre part pour vous. OK? Donc, l'existence même de la CPI intimide certains criminels dictateurs africains. Cette existence seulement, les dictateurs africains ont peur. Ils disent, on risque de me prendre, même si c'est injustement qu'on va le faire, mais on va le cueillir. Oui, d'accord, les dictateurs africains dont vous faites allusion. Si ça n'existait pas, Docteur Alongo, on serait à la merci des dictateurs à jamais. Docteur Alongo. D'accord, docteur Alongo. Ça fait une quinzaine d'années que la CPI existe, ou plus de 15 ans déjà. Vous êtes ressortissant de la République démocratique du Congo. Vous avez tout le temps milité contre la dictature, contre l'occupation, une expression qui est venue quelque part en République démocratique du Congo, dans la bouche en tout cas de la diaspora congolaise. On entend ce terme-là depuis une vingtaine d'années désormais. Alors, la CPI existe là. Pourquoi la CPI ne s'est jamais occupée de la dictature dans votre pays? Parce que vous voulez que la CPI continue à exister au détriment des innocents, au détriment de certains Africains qui sont qui ont été mal renseignés au niveau de l'instruction, mais qui ont été mal convoqués, qui sont plus par la suite acquittés. Les vrais dictateurs, pourquoi vous ne les indiquez pas? Pourquoi ils ne sont pas cueillis jusqu'à ce jour? Parlons déjà de votre pays, la RDC. Allons dans les concrets maintenant. Il y a ceci, par exemple, je le disais ici, que l'article 15 du statut de Rome du 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale, dit que le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale, il est bien dit que le procureur peut ouvrir une enquête sur un ou plusieurs des crimes en vertu de l'article 15. Alors, si il ne l'a jamais fait et que ce texte existe, nous pouvons donner une pression sur le procureur de plus de... Ça veut dire, s'il n'a jamais fait, ça veut dire qu'il n'y a rien à reprocher, par exemple, dans votre pays. Non. Nous savons d'abord que cette cour est injuste. Nous le savons. Nous savons bien que le procureur
de la CPI ne se comporte pas très bien. C'est-à-dire Vous qu'elle avez est vu comment corrompue. La CPI est corrompue par les oui, dictateurs corrompu, africains. que sais-je encore, Fatou Bensouda était sous une véritable pression Oui, mais Ocampo par les aussi pays était africains. reproché de la même manière. Hein. Pardon? Ocampo, en son temps, avait Oui, été reproché Ocampo en également son temps. de ne pas Mais, faire un bon travail. mais nous devons continuer à maintenir la pression sur tous les procureurs de la Cour pénale internationale, même quand le Britannique qui vient qui a pris ses fonctions le 16 juin. Nous devons continuer aussi à maintenir la pression. Allons dans les concrets, Dr Alongo. Allons dans les concrets. J'ai posé une question précise. Le cas de la RDC. Vous avez M. Makaïla qui avait cité tout à l'heure les pays où c'était la dictature aujourd'hui. Il a parlé de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, la Guinée, le Tchad et son pays en même temps. Et moi, je veux qu'on aille dans les concrets. En RDC, par exemple, chez vous, au Congo démocratique, vous avez tout le temps scandé le terme de dictature et de l'occupation dans ce pays. Mais pourquoi la CPI ne s'est jamais occupée de dirigeants congolais, en tout cas ceux qui ont géré le pays depuis 20 ans? On s'est occupé juste de Jean-Pierre Mbemba qui était un innocent, on le remarque aujourd'hui parce qu'il était acquitté, alors que lui ne gérait pas encore le Congo, il était en tout cas accusé de faits qui étaient en rapport avec la Centrafrique. Voilà, mais parlons concret. La RDC, pourquoi la CPI, dont vous êtes maintenant le chantre, pourquoi la CPI ne s'est pas occupée de la RDC, par exemple, le dirigeant de la RDC, alors qu'il y a spoliation économique dans ce pays, il y a criminalité dans ce pays, une criminalité croissante observée, en tout cas et constatée. Pourquoi la CPI ne s'est jamais occupée des dirigeants congolais? Je l'ai dit au cours de notre dernière émission que l'état de droit n'existait pas au Congo. Oui, pourquoi l'état n'a rien à voir avec l'état de droit? Non, attendez, je sais pourquoi je dis ça. Oui. Parce que quand on parle de l'état de droit, on voit la primauté de la justice. N'oubliez pas que la Cour pénale internationale est une juridiction subsidiaire. C'est-à-dire que la primauté est donnée aux juridictions nationales. Ce sont les juridictions nationales qui doivent d'abord traquer les criminels. Mais quand on parle de l'état de droit, eh bien, tous ceux qui commettent des crimes dans un État doivent être traqués. Je donne l'exemple d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il a participé, donc, si vous citez tous les crimes de la Cour pénale internationale, article 6, crime de génocide. Comment vous avez dit là? Hippolyte comment? Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'ancien président du Congo. C'est de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Nous sommes en justice. Par exemple, d'ailleurs, vous voyez souvent quand les gens comparaissent devant des cours et tribunaux, on dit Monsieur tel alias. C'est toujours comme ça. Alias, c'est le nom qui est connu. Je peux avoir mon nom et puis je cache ça et je me présente avec un autre nom. Voilà. Donc, on me connaît sous le nom de Joseph Kabila, mais mon vrai nom, c'est Hippolyte Kanambe. Alors, cet homme-là, il a trempé dans tous ces crimes. Crimes de génocide, article 6. Ça relève de la Cour pénale internationale. Article 7, crime contre l'humanité. Oh oui, mais pourquoi la CPI ne s'est jamais occupée de lui? Mais justement, c'est-à-dire c'est aussi une faiblesse des juridictions nationales. Parce que ce n'était pas à la CPI, en premier lieu, de s'occuper de ces crimes. C'est nous, nos juridictions, qui devaient arrêter, par exemple, de tel genre de personnes. Mais nos juridictions, jusque-là, n'ont pas fait ça. Mais il faut que le crime soit constaté par rapport à la personne. Ça, c'est le discours populaire. Est-ce que les Congolais... Bon, je vais vous donner un petit exemple. Le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, il y a eu répression des manifestants sous l'ordre d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'ancien président. Il y a les fausses communes de Maluku. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune enquête, personne n'a été arrêté pour ça. Et nous trouvons ça normal. Et la Cour pénale internationale, les enquêteurs de la Cour pénale internationale sont au Congo. Il y a la représentante de la MONUSCO qui est là-bas au Congo. Et, enfin, ces institutions pouvaient justement faire des rapports au niveau de la Cour pénale internationale. Ne faisons pas. Écoutez, nous devons rester, comme on dit en anglais, we have to have our feet on the ground.
Donc, nous devons avoir nos 2 pieds sur la terre ferme. C'est-à-dire que si les gens ne le font pas au Congo, la Cour pénale internationale devait le faire. Parce que ici, le procureur, dès qu'il constate qu'il y a violation, ou il y a des crimes qui se commettent quelque part sur un coin de la planète, il doit, parce que n'oubliez pas que c'est une Cour pénale internationale à vocation universelle. Mais alors, je le sais, la Cour pénale internationale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne l'a jamais fait. Mais nous devons nous battre pour qu'elle commence à faire ça. Si les 3 procureurs, les 2 procureurs, Ocampo et Bensouda ne l'ont pas fait, mais nous devons donner une pression à quand il y a plusieurs manières. Nous organisons des manifestations, nous écrivons des pétitions, nous descendons là-bas. Ainsi, il y a beaucoup de moyens pour faire fléchir. Pour les manifestations, vous en avez organisé des milliers de manifestations dans je le sais, mais tous les pays africains confondus, si nous descendons là-bas, nous sommes 10 000 personnes. Jamais il y a eu 10 000 là-bas. Hein. Mais nous tous, pays africains, qui déplorons cette situation, si nous descendons, il y a des bus qui vont là-bas, devant la Cour pénale internationale, nous avons 20 000 hommes. Croyez-moi, avec des banderoles, je pense que les choses peuvent bouger. Mais nous l'avons jamais fait. Une question simple avant de passer la parole. Excusez-moi, en dehors de cela, oui, des pétitions de plus de, par exemple, 200 000 signatures ou 500 000 signatures, nous pouvons le faire. D'ailleurs, nous pouvons le faire sans aller là-bas à la Cour pénale internationale. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Pardon? Pourquoi vous ne le faites pas? Mais justement, je ne suis pas le seul Africain. Moi, je ne fais que proposer cette idée. Mais nous devons mutualiser nos efforts pour pouvoir arriver à cela. Par exemple, des pétitions de cette envergure-là, des manifestations qui rassemblent plus de 20 000 personnes. Nous sommes nombreux ici en Europe, avec des bus. Nous descendons 20 000 avec des banderoles. Nous demandons à être reçus par le bureau du procureur ou le procureur. 2 fois, 3 fois. Mais ils vont changer, je suis convaincu, moi. C'est parce que nous ne faisons pas assez. Mais justement, nous devons faire assez. On ne fait pas assez. Nous allons, en tout cas, faire beaucoup d'émissions à ce sujet pour parler, en tout cas, de la CPI, la pression que la diaspora doit faire pour faire entendre sa voix. Nous allons terminer cette émission, en tout cas, en 6 minutes. Et je vais passer la parole à, en tout cas, à Gebla, à Makaïla Gebla, qui va donner le même commentaire, enfin, qui va faire son analyse sur cette question et nous allons terminer l'émission. Monsieur Gebla. Alors, merci beaucoup. Je suivis avec intérêt l'analyse qu'a faite Dr Alongo sur la mobilisation de des diasporas africaines en Europe et dans le monde pour que la Cour pénale internationale, surtout le procureur de la Cour pénale internationale, s'autosaisisse immédiatement lorsqu'il s'agit des crimes de masse commis. Vous savez, les viols faits aux femmes relèvent aussi de la Cour pénale internationale parce que c'est une arme redoutable utilisée par certains pouvoirs pour neutraliser des voix dissidentes, des voix discordantes dans le pays. Donc, je pense que l'idée proposée tout à l'heure par Dr Alongo me réconforte effectivement dans ma conviction de faire en sorte que la Cour pénale internationale puisse devenir vraiment une juridiction à vocation universelle, compétente, à traquer des dictatures et aider les populations réprimées à pouvoir à leur garantir le minimum de justice dans leur pays et d'inquiéter plus les chefs d'État le plus autoritaires, en fait, et faire en sorte qu'on puisse éradiquer cette culture d'impunité qui gangrène la plupart de nos pays africains. Je pense également que nous avons les moyens, parce qu'aujourd'hui, c'est les voix les plus engagées qui peuvent quand même porter ce genre de combat. Donc, les activistes, les droits de l'homme, les journalistes, les intellectuels doivent vraiment, soit à travers une pétition, si la pétition elle ne fonctionne pas, il faut absolument faire des convois en direction de la Haye pour être reçu par le procureur de la Cour pénale internationale, Ahmad Khan, qui vient d'arriver, et puis lui montrer effectivement notre inquiétude, nos préoccupations par rapport au continent africain qui est devenu vraiment la zone de tout le conflit, la zone où l'impunité est d'actualité. Moi, je pense qu'il faut absolument saisir l'opportunité, nous avons relevé les échecs qu'ont fait Bensouda et
et l'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Maintenant, il faut absolument saisir l'opportunité avec le nouveau procureur pour qu'on fasse triompher la justice au niveau international au profit des opprimés. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Rémi, pour nous avoir donné cette émission, pour nous avoir offert ta turbine pour parler effectivement de la Cour pénale internationale, mais surtout en lien avec les pays africains qui sont devenus vraiment les pays les plus vulnérables en matière de justice internationale. Merci, M. Gebla. En tout cas, Makaila Gebla, pour votre analyse. Et demain, nous allons faire une émission spéciale sur le Tchad, sur cette question de la Cour pénale internationale, en indiquant justement les difficultés politiques actuellement dans ce pays. Et c'est avec plaisir que nous allons encore vous recevoir demain avec tout le panel tchadien et les juristes, les avocats qui réfléchissent actuellement sur la question des droits de l'homme au Tchad. Merci, messieurs. Je vais continuer cette émission en 5 minutes qui nous restent avec le docteur Alongo. Merci en tout cas, monsieur Gebla, et à très bientôt. Nous allons continuer l'émission pour 5 minutes avec docteur Alongo, qui est toujours en duplex avec nous. Docteur Alongo, si je vous garde encore sur le duplex, en tout cas, c'est par rapport à la thématique de tout à l'heure, où vous-même, vous avez jeté justement cette brèche en disant que on doit rester dans la CPI, on doit traquer les criminels. Mais moi, j'ai posé la question de savoir pourquoi on n'en finit pas encore avec les crimes en République démocratique du Congo. Vous avez dit qu'il n'y avait pas encore d'état de droit. Parce que la justice nationale est à la primauté sur la Cour pénale internationale. Mais maintenant qu'il y a un slogan qui sort dans votre pays de l'état de droit, est-ce que nous pouvons bientôt constater le traquage de crimes, de criminels dont vous avez évoqué tout à l'heure, les criminels au niveau de la CPI à laquelle vous faites confiance? Est-ce que c'est le moment maintenant? Bien, je vais dire ceci. Quand vous allez dans les statuts de Rome, oui. Le statut de Rome, dans son article 58, on parle de la chambre préliminaire. Et cette chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Ces deux documents-là. Mais alors, arrêtons-nous au mandat d'arrêt. L'article 58 dit ici que la chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt. Mais puisque nous le savons, mais nous pouvons aussi donner une pression sur la chambre préliminaire. Nous pouvons envoyer des courriers, par exemple. Bon, je ne vais pas essayer d'imaginer des méthodes ici. Enfin, c'est peut-être mes trouvailles en ce moment-ci. Parce que ça naît dans ma tête au même moment où nous sommes en train de parler. Par exemple, tous les Africains de la diaspora écrivent, envoient des lettres à la chambre criminelle ou avec des démonstrations et avec des précisions sur des crimes commis à tel ou à tel autre endroit ou à telle période. Par exemple, ça peut donner quelque chose. Mais il n'y a pas que la Cour pénale internationale. Nous avons aussi l'ONU. Nous avons l'ONU en vertu du chapitre 7. Il y a l'ONU qui peut prendre les résolutions d'action, c'est-à-dire l'intervention. Mais nous avons des juristes, nous avons des journalistes, des enquêteurs et que sais-je encore, des défenseurs des droits de l'homme. Nous devons nous unir pour créer quelque chose de solide. Si nous envoyons, par exemple, beaucoup de courriers au niveau de l'ONU, nous pouvons forcer l'ONU à intervenir parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence pour des raisons humanitaires. Donc, même si ces dictateurs sont là, mais si nous arrivons avec des photos, nous prenons des photos et nous démontrons à l'ONU que non, voilà, il y a des résolutions, il y a, par exemple, la loi, il y a la Charte des Nations Unies à saisir qui vous donne le droit d'intervenir dans notre pays pour des raisons humanitaires. L'ONU peut aussi intervenir. Mais en RDC, l'ONU est intervenu. Vous avez la plus grande base, en tout cas, des Nations Unies, en tout cas dans le monde.
c'est la RDC aujourd'hui. Oui, Est-ce que vous je allez le me dire, sais. vous allez me Oui, je dire, le sais. Par exemple, la MONUSCO, oui, quand vous lisez même la dernière résolution de la MONUSCO, le mandat de la MONUSCO, c'est quoi? C'est la protection de la population civile. Mais elle ne le fait pas, la MONUSCO. Mais nous devons pousser la MONUSCO à faire cela. oui, mais après 20 ans, Vous avez vu la pression qui a été donnée sur la MONUSCO par les habitants de l'Est du pays. Les actes de ces gens peuvent pousser la MONUSCO à agir. D'ailleurs, la MONUSCO avait même craché le morceau en disant qu'il y a un génocide qui se commet au Congo. Mais est-ce que si n'eût été la pression que la population avait donnée sur la MONUSCO, vous devez partir, ainsi de suite. Mais ça a poussé la MONUSCO à lâcher le morceau en disant que non, il y a un génocide. Mais nous pouvons aller au-delà de ça pour pousser la MONUSCO à remplir correctement et effectivement sa tâche. Que de demander, oui, demander à la MONUSCO de partir, c'est vrai, mais nous devons nous-mêmes aussi être en mesure d'assurer la sécurité ou faire ce que la MONUSCO n'a pas fait. Mais si nous n'arrivons pas nous-mêmes à faire cela, après le départ de la MONUSCO, ça sera le chaos le plus total. Je ne plaide pas pour le maintien de la MONUSCO, mais je dis qu'il faut pousser la MONUSCO à poser des actes qui cadrent avec sa mission, avec son mandat. Oui, mais parlons concrètement là. On parle de la MONUSCO, c'est pas ça le sujet du débat. En tout cas, nous parlons de la CPI, mais la question qui nous a dévié vers la MONUSCO, c'est de constater qu'il y a l'ONU, parce que vous avez parlé de l'ONU. Faire pression à travers l'ONU pour faire entendre. Non, c'est parce que j'avais dit qu'il n'y a pas que la CPI qui peut mettre la main sur ces criminels-là. Mais il y a aussi l'ONU. Oui, j'ai fait la récapitulation de votre propos. Non, excusez, la population congolaise elle-même, elle a l'article 64 de notre constitution. Non, ne parlons pas de la constitution congolaise, parlons de la CPI. Vous avez parlé de la crédibilité de cette juridiction internationale. Maintenant, vous avez également dit qu'elle est subordonnée par rapport aux lois, au droit ou à la justice nationale. Okay. Non, elle est subsidiaire. Subsidiaire, ok. Elle ne supplée pas. D'accord. Elle ne peut pas, elle supplée. Elle ne peut pas substituer les juridictions nationales. D'accord. Elle supplée. Mais elle ne se substitue pas en juridiction. C'est la différence que nous devons faire attention à cela. Il ne faut pas que nous croyions que c'est la CPI qui doit traquer tous les criminels. Non, non. Si nous-mêmes, nous sommes en mesure de traquer les criminels, le travail de la CPI devient inutile parce que nous le faisons nous-mêmes. C'est ça, la tâche même, parmi les tâches cardinales d'un État de droit. Mais traquer les criminels, arrêter les gens, la justice doit faire son travail correctement. Mais si la justice ne fait pas son travail correctement, nous devons nous retourner, nous devons nous appuyer sur la MONUSCO, ou sur la CPI. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas une justice indépendante, en tout cas pour réguler les questions de criminalité dans leurs pays respectifs. Malheureusement, nous allons un peu basculer dans la politique en disant ceci on dit ceci, quand les textes ne répondent plus aux besoins de la population, c'est la rue qui essaie de baliser les choses. C'est la rue. Quand les gens descendent, le soulèvement populaire par exemple, mais ces gens, ces criminels ou ces dictateurs vont détaler. Parce que chez nous au Congo, nous sommes plus ou moins 100 millions de Congolais. Si aujourd'hui à Kinshasa, 10 millions seulement descendaient dans les rues, vous êtes sûr que les autorités ou à l'époque même de Kabila, disons, quand il était dictateur et ainsi de suite, quand il a massacré la population, mais vous descendez à 10 millions, il va rester au pouvoir, vous êtes sûr? Mais je pense que non. Je pense que non. Donc, quelque part, je sais que la CPI a un travail à faire, mais nous-mêmes aussi, nous sommes responsables de cette situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Puisque nous ne faisons pas assez. Moi, j'ai organisé beaucoup de manifestations ici, en Belgique, à Bruxelles. Mais quand vous appelez les gens à la manifestation,
Vous voyez, à Matongé, c'est plein de Congolais en train de boire, en train de s'amuser. Et aujourd'hui, si les Belges constatent que il y a eu 10 000 Congolais. Quand j'ai fait l'inventaire des Congolais en 2011, ben, il y avait plus de 80 000 Congolais ici en Belgique. Mais prenons même 10 000 Congolais seulement. Nous descendons dans les rues. Mais les choses vont bouger. Mais quand vous dites, venez, manifestons pour le pays. Non, les gens sont en train de boire ou d'autres, non, ça n'intéresse personne. Ils ont des préoccupations majeures. Mais ça, c'est pas même une préoccupation pour eux. Et tout ça, quand nous devons critiquer la MONUSCO, la CPI, il faut que nous réfléchissions complètement sur tout ça aussi. Sur la pression à donner sur la MONUSCO, sur la pression à donner sur la CPI. Je dis, la chambre préliminaire, par exemple, qui peut délivrer le mandat. Mais nous inondons la chambre préliminaire des lettres qui viennent de partout. La chambre préliminaire reçoit 10 000 lettres de Congolais de la diaspora. D'accord. Parce qu'on nous a dit, d'après les estimations, il y a au moins 14 millions de Congolais dans la diaspora. D'accord, mais ça c'est théorique. Ça c'est théorique. Ce n'est pas théorique. Nous avons déjà observé. Mais tout va de la théorie. Oui, mais ça a trop duré, monsieur. Ça a trop duré. Pour votre cas, en RDC, Kabila vous a comme ça malmené pendant une vingtaine d'années. Là, il est parti, il y a un nouveau président au Congo. M. Makaïla tout à l'heure parlait du président Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui a fait une quarantaine d'années au pouvoir, mais les manifestations n'apportaient pas de solutions. Il a parlé également de la Guinée, aujourd'hui du Tchad, où même le président Idriss Déby venait de tomber dans une embuscade en pleine guerre dans son pays, mais il venait de faire aussi une trentaine d'années au pouvoir. Ça voudrait dire tout simplement que les bruits que vous faites dans la diaspora n'apportent pas de preuves qui étaient des accusations que vous portez à l'égard de ces dirigeants africains. C'est la raison pour laquelle même que la CPI ne s'en occupe pas ou ne vous écoute pas dans la démarche que vous faites. Parce que là, vous êtes toujours dans le nous pouvons, mais vous n'êtes jamais arrivé. Mon cher, que vous n'avez pas des éléments d'accusation crédibles. Monsieur le journaliste, quand vous lisez l'article 15 du statut de Rome du 17 juillet 1998, mais le procureur, c'est de par sa propre initiative qu'il peut diligenter une enquête. Ou même la chambre préliminaire peut constater qu'il y a ceci, ben écoutez, elle délivre un mandat d'arrêt. Est-ce qu'on a besoin d'apporter toutes ces preuves là-bas? Mais eux-mêmes, ils peuvent constater. Il y a les journaux, il y a la télévision, il y a l'Internet. Tout se voit aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais s'ils ne le font pas, nous-mêmes, nous devons aussi prendre l'initiative de monter toute une série de stratégies pour les pousser à agir. Parce que si nous ne le faisons pas, en tout cas, personne ne le fera à notre place. C'est un peu comme ça que moi j'essaie de réfléchir. Voilà un peu. Voilà, c'est une bonne réflexion. Maintenant, nous allons terminer l'émission. En tout cas, docteur Longo, vous avez été en tout cas pertinent, M. Makaïla également. Demain, nous avons encore un grand débat sur la CPI au regard de la situation qui touche le Tchad actuellement, parce qu'il y a des accusations aujourd'hui. Le collectif de la diaspora tchadienne s'est réuni pour porter plainte contre la nouvelle junte au pouvoir aujourd'hui au Tchad. Alors, pour terminer l'émission, je vais donner une précision. Pour terminer l'émission, docteur Alongo, avez-vous un dernier mot? Bon, le dernier mot est que le collectif des Tchadiens, en se réunissant pour porter une plainte, vous devez savoir que la Cour pénale internationale, en principe, est saisie de trois manières. Il y a les États partis, c'est-à-dire le pays, les dirigeants du pays qui doivent saisir la Cour pénale internationale. Ils ne peuvent pas se tirer eux-mêmes la balle dans le pied. Ça, ils ne le feront jamais. Ça, c'est l'État parti, l'État qui a signé et ratifié la Cour pénale internationale. À part ça, il y a le Conseil de sécurité qui peut saisir
le procureur pour qu'il puisse mener une enquête et arrêter les gens. Il y a aussi le procureur lui-même. Mais les groupes privés, les ONG, tout ça, ce sont donc, valablement, tous ces groupes-là ne peuvent pas saisir la Cour pénale internationale. Ça ira, vos plaintes, nos entre guillemets plaintes, iront au bureau du procureur. Et c'est le procureur qui va analyser, estimer que oui, il y a lieu, on peut poursuivre. C'est en ce moment qu'on va poursuivre. Mais s'il dit non, je ne vois rien, il classe ça. Mais seulement ce n'est pas ça. Le procureur, il sait ce qui se passe au Tchad. Il suit les médias, il voit dans les réseaux sociaux, il connaît. Mais pourquoi il ne déclenche pas une action? Mais il faut que nous puissions donner une pression, comme je l'ai dit, d'inonder par exemple le bureau du procureur par des lettres et organiser les Tchadiens tous confondus, descendre à la Cour pénale internationale, une manifestation musclée, des pétitions. C'est comme ça qu'on pourra trouver une solution, mais pas en saisissant à travers un groupe, un collectif. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit dans le langage du palais, ce sont les amis couriers, les amis de la cour. Les donc, amis de la cour, d'accord, mais pourquoi les Africains ne sont jamais parvenus à le faire? C'est la raison pour laquelle la dictature continue à se maintenir en Afrique, parce que, en quelque sorte, vous avez toujours été incapable de réunir autant de gens, mobiliser autant d'Africains pour faire entendre votre voix au niveau de la CPI. Voilà, non, c'est pas parce qu'on n'est jamais arrivé à se faire cela que nous devons croiser les bras, nous dire que c'est fini, on ne parviendra jamais à faire cela, mais c'est maintenant que nous devons commencer, peut-être même. Il faut commencer quelque part. C'est peut-être à l'issue d'un débat comme ça qu'on a aujourd'hui sur ce plateau que va germer l'idée de faire quelque chose de différent ou quelque chose qu'on n'a jamais fait. Voyez-vous? Parce que si aujourd'hui, nous devons continuer à dire, ah ben, nous n'avons jamais fait quelque chose, nous sommes comme ça, mais ça va s'arrêter là. Mais à partir de ce débat, peut-être que l'idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, va naître à partir de cet échange. Voilà un peu. Merci, docteur Alongo. Je rappelle que vous êtes juriste et que vous êtes spécialisé dans les conflits, spécialisé dans les conflits armés. Merci, docteur Alongo. Le rendez-vous est pris sur votre proposition pour rassembler un peu plus grand nombre de gens, pour faire des grands débats, justement, de sensibilisation, pour faire entendre en tout cas la voix des Africains à travers la diaspora et pourquoi pas dans les pays respectifs auprès donc de la CPI pour que vos revendications soient suivies et écoutées, de sorte que vous arriviez à déboulonner la dictature en Afrique au travers de la CPI à laquelle vous faites confiance. Mais sachez qu'il y a une autre frange d'Africains qui ne fait pas confiance justement à cette CPI que vous avez tant vantée ce soir. Merci, docteur Alongo. Et le rendez-vous est pris. Et à tout moment, nous pouvons faire ce débat sur le continent africain et la CPI. Merci d'avoir été présent à cette émission, docteur Alongo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, nous avons ainsi terminé ce débat qui a été très riche en tout cas ce soir. Vous avez suivi docteur Alongo, Makaïla Gebla du Tchad, avec sa réflexion. Chacun avait son point de vue, mais ils ont trouvé une convergence de points de vue. Tous sont favorables au maintien de la CPI. Mais déjà, il y a d'autres Africains qui ne sont pas d'accord avec les pratiques de la CPI, qui pensent que la CPI, c'est un passe-temps pour les Africains et que chaque pays devrait avoir la souveraineté, justement juridique, et renforcer les lois de leur pays pour pouvoir juger leurs propres citoyens. Voilà, c'est une autre partie d'Africains qui raisonnent dans ce sens. Mais déjà, le rendez-vous est pris avec un autre panel d'Africains demain, notamment les Tchadiens, qui vont parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la situation des droits de l'homme actuellement au Tchad, avec des revendications qu'ils ont faites justement auprès de cette CPI, où ils pensent qu'il faudrait qu'il y ait des noms qui seront déposés à la CPI pour être convoqués, justement pour subir le châtiment de la Cour pénale internationale. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci, vous avez été, en tout cas, nous avons des questions qui nous tombent, que nous ne pouvons pas, pour le moment,
lancer parce que bon, l'émission est presque terminée. L'émission est terminée pratiquement. Nous ne pouvons pas vous donner ces questions-là pour le moment. Nous avons terminé pratiquement cette émission et le rendez-vous est pris demain. Quant à vous, en tout cas, continuez toujours à regarder les émissions, nos programmes de Canaf 54. Vous tous qui voulez acheter notre boîtier, notre box pour suivre nos émissions, vous pouvez nous écrire, nous allons vous envoyer notre boîtier. Notre boîtier, c'est un boîtier qui vous permet d'avoir plus de 1500 chaînes de télévision que vous pouvez suivre dans toutes les langues. Donc, je vous montre quand même aujourd'hui ce boîtier. Le voici, c'est le boîtier de Canaf 54 TV. Là-dedans, vous avez plusieurs chaînes de télévision. Et voilà, vous en avez dans plusieurs formats. Voici, ce boîtier, vous pouvez l'amener partout dans le monde. Vous pouvez suivre les programmes de Canaf 54, de Télé Saturne, y compris toutes les chaînes auxquelles vous suivez, en tout cas, par satellite. Donc, nous avons fait un condensé d'un boîtier qui vous permet de mettre dans votre poche et suivre les programmes à travers le monde. Merci. Vous avez été, en tout cas, très fidèles ce soir. Merci pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci pour tous ceux qui nous ont regardés. Merci encore une fois. Bonsoir et nous vous disons Inch'Allah et que Dieu bénisse ses enfants. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Canaf 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canaf 54, Canaf 54, Canaf 54, Canaf TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.